Bonjour à toutes et à tous, les ateliers de la Terre, la globale conférence ici depuis l'abbaye de Fontevraud se termine, pour la première journée en tout cas, et nous avons notre dernier intervenant, qui n'est d'autre que Jérôme Auriac. Bonjour, bonsoir, allez bonsoir, il est 19h, bonsoir Jérôme, vous allez bien, vous venez d'intervenir à l'instant, ça s'est bien passé? Très très bien, et donc débat très animé. Très bien, mais j'espère qu'on va le prolonger ici. Vous êtes directeur général de Billinct, et la première question, qu'est-ce que c'est que Billinct? C'est pas moi qui la pose, c'est CH. D'accord. Alors CH Billinct, c'est une société qui fait du conseil en stratégie. C'est un petit peu pompeux comme nom, mais notre travail, c'est de conseiller des dirigeants d'entreprises, d'ONG, dans leurs relations réciproques, tout type de relations. Donc on peut être médiateur en cas de conflit entre des ONG et des entreprises, mais on est aussi concepteur de dispositifs de dialogue, d'innovation sociale, qui à chaque fois mêlent les deux types d'organisations. D'accord, très bien. Question de Maëva, selon vous, aujourd'hui, une réelle coopération entre ONG et entreprises existe-t-elle? Les entreprises, notamment les plus grandes, ne se contentent-elles pas de juste donner de l'argent à des associations internationalement reconnues? Est-ce qu'elles s'achètent une bonne conduite en d'autres termes? Ouais, c'est un débat qui est en cours depuis une vingtaine d'années. Est-ce qu'en donnant de l'argent de façon connue à des grandes organisations, on se crée sa place au paradis? Peut-être qu'à une époque ça a été le cas, aujourd'hui je ne crois plus que ce soit le cas. Les entreprises n'ont plus les moyens de dépenser de l'argent uniquement pour s'acheter une bonne conscience. La pression qu'elles subissent, et de la part des organisations de la société civile, les autres, celles qui sont plutôt contradictoires, et de la part des réglementations nouvelles, les obligent en fait à mieux allouer les ressources, et notamment financières, et autrement dit à financer là où c'est utile, là où ça délivre le plus de résultats, et pas seulement en termes de communication ni de retour d'image. Donc pour répondre à la question de Maëva, oui, les entreprises ont toujours un enjeu de communication quand elles financent, notamment pour des partenariats dits stratégiques à coût de centaines de milliers, voire de millions d'euros, des organisations internationales. Mais non, ça n'est pas uniquement pour l'image, bien souvent c'est pour décliner des types de projets très précis. Il y a des exemples assez connus et bien documentés sur le plan académique, notamment du WWF à l'international, qui travaille avec certaines entreprises à les aider à repenser leur système de gestion de leurs impacts environnementaux. Donc on est beaucoup plus dans de l'échange d'expertise que dans l'échange d'images, même si c'est quand on est le panda, forcément on est une organisation avec une image, une réputation, donc la question de l'image n'est pas loin, mais elle n'est pas au premier niveau. Et puis les études qu'on a fait ces dernières années sur les motivations des entreprises à se rapprocher du secteur associatif montrent que pour la moitié de ces rapprochements, ils sont plutôt autour de l'amélioration des pratiques des affaires, de l'amélioration de la chaîne de valeur, beaucoup plus que de la philanthropie pure ou de l'événementiel qui pourrait générer de l'image. D'accord. Question d'Omer, pouvez-vous nous citer des exemples, on va un peu plus loin, de partenariats entreprises-ONG réussis, c'est-à-dire qui fonctionnent et qui durent? Quelles leçons en tirer? Comment s'en inspirer? Waouh, il faudrait plus de 2 minutes. Non, vous pouvez prendre un peu plus. Non, des exemples réussis, il y en a beaucoup en réalité. Alors, j'en parle avec une vision déformée puisque je n'observe que ça. Donc, pour moi, il y a beaucoup de réussites. Il y a des échecs moins connus, puisqu'en général, on n'en parle pas trop, on n'aime pas trop en parler. Des exemples réussis à une échelle suffisamment significative pour devenir un exemple. Je pense que le cas de Danone est très parlant. Danone ne fait pas de dons à des associations. Danone a créé il y a quelques années 3 fonds d'investissement internes avec l'argent de ses actionnaires, un avec l'argent de l'épargne salariale de ses collaborateurs et un autre avec de l'argent d'investisseurs externes. Celui avec les investisseurs externes sert à financer des projets d'associations qui visent à faire de la replantation, notamment de mangroves, pour compenser les émissions de carbone du groupe Danone. Ça paye des projets associatifs et ça rapporte de l'argent aux investisseurs et ça permet à Danone de dire que dans quelques années, ils seront totalement neutres en termes de carbone. Le fonds avec l'argent des actionnaires qui s'appelle Écosystème, c'est 150 millions d'euros que Ribou est allé chercher
en assemblée générale auprès de ses actionnaires en leur disant vous allez avoir moins d'argent cette année, je vais vous en demander un petit peu, pour créer un système interne de financement de projets, souvent associatif, pas toujours mais la majorité du temps, qui vise à améliorer la chaîne de valeur des produits et des services que vend Danone. Autrement dit, comment on peut éventuellement ajouter ou substituer un fournisseur actuel par un fournisseur qui apporte une valeur ajoutée sociale et environnementale supplémentaire. Un entrepreneur social qui livre en vélo avec des gens en insertion dans les centres-villes, des petites canettes de lait ou de produits à base de lait ou de l'eau d'Évian, puisque c'est le groupe Danone. Eh bien, si on fait le calcul par rapport à un livreur traditionnel d'une société logistique, on peut s'apercevoir assez aisément que, à délai et coût presque comparables, la livraison se fait dans les mêmes temps, sauf qu'on a une personne qui est en chemin de retour à l'emploi en plus et qu'on n'émet pas de CO2. Donc c'est ce type de projets qui sont financés dans le monde entier. Il y en a plus d'une 60aine aujourd'hui, donc c'est pour ça que c'est significatif. Et le dernier fonds qu'a créé Danone, c'est un fonds qui s'appelle Danone Communities, qui est très connu puisque c'est le fonds qui a permis notamment le financement du projet mené avec la Grameen Foundation de Mohamed Younous pour développer des usines, des micro-usines de yaourt au Bangladesh, yaourts qui sont censés améliorer les conditions de santé des personnes qui les consomment, notamment leur carence en certains nutriments et donc leur meilleure résistance à certaines maladies. Donc pour moi, Danone, c'est le meilleur exemple parce que c'est le plus diversifié. C'est celui qui fait appel à l'ensemble des outils financiers et qui en a même inventé de nouveaux pour trouver des moyens d'interagir avec les associations sans que ce soit de la philanthropie et à une échelle de moyens suffisante pour que ça soit aujourd'hui considéré comme exemplaire, puisque ça représente pas loin de 300 millions d'euros quand même mobilisés en tout. D'accord, bon, voilà qui était clair et pas beaucoup plus long que 2 minutes. Question de Jojo, pensez-vous que toute entreprise, quelle que soit sa taille, son secteur d'activité doit passer par une évolution sociétale ? Oui, parce qu'une entreprise qui n'est pas inscrite dans un contexte, en général, elle ne dure pas très longtemps. On sait qu'une entreprise qui dure, même petite, c'est une entreprise qui innove, c'est-à-dire qui est capable d'avoir une approche en permanence de questionnement de son métier et de sa relation au marché, et qu'on ne peut pas innover sans prendre en compte le contexte dans lequel on évolue. Donc, tout secteur confondu, même le boulanger du coin peut innover. Alors, il y a des métiers qui sont, on va dire, un peu moins, qui ont besoin d'innover un petit peu moins. Mais la concurrence augmentant, on ne peut plus aujourd'hui avoir une relation à l'entreprise durable sans prendre en compte le contexte sociétal. Et la révolution sociétale, ça peut être fait de choses toutes simples. Si on dit juste qu'on améliore l'impact environnemental de son four à pain, ou quand on est un employé ou un artisan du bâtiment, qu'on va plutôt travailler sur la rénovation des maisons dans le cadre du programme national de rénovation de l'habitat pour limiter l'impact environnemental de la déperdition d'énergie des maisons, et ben en fait on sait qu'on va être mieux positionné, qu'on va vendre des prestations plus chères et qu'on a du travail pendant au moins 30 ans. Question de Lorenzo, votre activité chez Billink revient à une activité de consultant en développement durable seulement auprès des marques ou également auprès des institutions ou collectivités locales? Merci. Alors oui, on est dans le champ du développement durable sur une niche qui est très particulière, puisqu'on ne s'occupe que des questions de relations entre les organisations de la société civile pour simplifier les ONG et ses simplificateurs et les entreprises. Donc majoritairement, 2/3 de nos clients sont des entreprises, 1/3 de nos clients sont des ONG, des associations, des entrepreneurs sociaux, et nous avons régulièrement, mais ce ne sont pas des clients majeurs, des clients institutionnels, ministère des Affaires étrangères sur les questions de développement, puisque la relation des associations de développement et des ONG de développement au secteur privé est un sujet d'actualité, social business, etc. On en a parlé un peu avec Danone. Le ministère ex-feu, malheureusement, ministère de l'économie sociale et solidaire. En gros, les ministères dont une des responsabilités, c'est de traiter la question de la relation entre le monde associatif et le marché ou les acteurs économiques. En général, on fait des études pour eux. D'accord.
Question de Blint. Vous qui vous présentez comme un grand connaisseur du Brésil, quel regard portez-vous sur la révolte de toute une partie de la population brésilienne contre l'événement sportif le plus important de l'année dans le monde, plus que ça? À qui revient la responsabilité sociale de ce qui se passe actuellement là-bas? Uniquement à l'État brésilien? Je parle aussi de ce stade construit en pleine forêt tropicale à Manaus. Bon, je ne sais pas si je peux répondre. Alors, je ne me présente pas comme un grand spécialiste du Brésil. J'y passe une partie de ma vie. Mais ce que j'observe, puisque j'ai la chance à la fois de travailler pour des grandes entreprises là-bas, d'animer des commissions de travail entre des acteurs privés, des acteurs publics et des associations, et de travailler auprès de communautés dans différents endroits du pays, notamment en Amazonie. Donc ce que j'observe, et ça ne sera pas un avis tranché, c'est juste une observation, c'est que le pays est dans une phase d'évolution et de contraction, d'évolution au sens où n'ayant pas connu la démocratie jusqu'à la fin des années 80, il est et ni le développement au sens où on l'entend. C'est un pays très endetté et très contrôlé. La société civile s'est, on va dire, a explosé dans le bon sens du terme depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années au Brésil. Elle commence à se contracter, dans le sens à se professionnaliser, à être un peu moins touffu. Dans le même temps, les gouvernements qui se sont succédés jusqu'au dernier et actuel, qui sont des gouvernements de centre droit à l'époque de Cardoso et aujourd'hui de gauche, normalement assumés, Lula et Dilma Rousseff, sont des gouvernements qui ont tenu une partie de leurs promesses sur la réduction des indicateurs macroéconomiques de la pauvreté, moins 17 à moins 19% de personnes pauvres en 12 ans. On aimerait bien pouvoir faire la même chose en France. Et puis d'un autre côté, qui n'ont pas tenu un certain nombre de promesses, notamment sur la réforme agraire, sur la redistribution de la richesse. Le Brésil, Rio en particulier, est la ville la plus inégalitaire du monde, en termes d'indice de développement humain, en termes de ressources, de revenus. Bref, tout ça crée des tensions. Et évidemment, aujourd'hui, la classe moyenne, qui s'est largement consolidée ces dernières années, demande des comptes. Elle est plus éduquée, elle a plus d'accès à l'information, elle a plus les moyens de se mobiliser, donc elle joue son rôle. Donc pour moi, c'est un bon signal. C'est un peu une crise de croissance, Ouais. Pas au sens économique forcément du terme. On pourrait, alors ça serait un peu condescendant de dire ça, mais c'est un peu comme une crise d'adolescence ou une forme de réveil démocratique que moi je juge tout à fait sain et auquel le Brésil et ses institutions doivent apporter des réponses. Le fait de construire un stade à Manaus, on en a construit dans bien d'autres endroits et ça a donné du travail à des Brésiliens. Alors après, savoir si on va pouvoir l'exploiter par la suite, c'est une vraie question. Moi, je ne suis pas planificateur. Je sais que dans certains endroits, notamment à Manaus, à Cuiabá, dans l'ouest du pays, ou à Brasilia, où il n'y a pas d'équipe de football particulièrement, on va dire, performante, on peut se poser des questions. Bon, quand il a fallu construire la capitale du pays au milieu du désert, on a eu aussi des gens qui disaient c'est nul, ça sert à rien. Je pense qu'il faut laisser la chance arrêter de juger avec nos modèles à nous et laisser la chance aux gens qui proposent des modèles différents d'ajuster et de voir comment ça se passe. La lutte pour la transparence, contre la corruption, tout ça évolue d'un point de vue juridique, d'un point de vue sociétal, du point de vue de la mobilisation de la société civile, et c'est sain. Est-ce que vous pensez que ça va finalement quand même bien se passer Pareil, je peux pas dire. Moi, de ce que j'en vois, j'en reviens et j'y retourne là ces semaines-ci. C'est que les Brésiliens, dans leur majorité, qu'ils soient dans les communautés dites défavorisées ou des décideurs et des gens fortunés, sont contents de recevoir un événement comme ça, qu'ils ont envie d'être fiers, mais qu'ils sentent aussi qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été réglées et que la priorité, c'est la santé, l'éducation, la lutte contre les inégalités et surtout la lutte contre la corruption, qui est un problème très sérieux à l'approche des élections qui sont en octobre. Et au Brésil, on élit tout le monde le même jour, le président, les députés, les maires, etc. Tous ces sujets vont se contracter et finalement, si c'est un événement sportif populaire qui porte cette réflexion-là ou qui permet de faire levier pour du changement, pourquoi pas? Question de Luciana Reyes. Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qui est ressorti de votre table ronde cet après-midi? Engager le dialogue avec les parties prenantes, le
cas des plantations de palmiers à huile. Oui, alors faites-nous une On a eu petite- 2 moments, pour faire simple, hein, et pas trop long. 2 moments. Le premier, pour expliquer un peu en quoi consistait ce cas, puisque c'est un cas qui va être utilisé comme pas un cas d'école, mais un exemple lors de la prochaine réunion bisannuelle de l'OCDE fin juin, pour montrer comment l'OCDE institution, Sherpa et ses partenaires associatifs ONG et le groupe Bolloré avec la SOCFIN qui gère les plantations en question sont autour d'une table pour trouver des solutions à des problèmes soulevés par les riverains de ces plantations. Donc on a essayé de comprendre comment ce sujet était né, comment fonctionne le dialogue et la confiance ou pas qui se crée entre les acteurs et où ça pourrait mener idéalement. Et puis on a eu une deuxième partie de débat assez animé, très lié à ce sujet, mais beaucoup plus, on va dire, en prenant du recul sur la contractualisation et en fait, est-ce qu'il vaut mieux aller dans des démarches volontaires de ce type ou est-ce qu'il vaut mieux promouvoir des nouvelles règles, des normes, des lois, de façon à cadrer tout ça, cadrer pas seulement le dialogue, mais cadrer les relations entre les entreprises, leurs fournisseurs et les parties prenantes. Et la conclusion, s'il y en a une, c'est qu'il semblerait que les entreprises souhaitent qu'il y ait de la réglementation, parce que c'est plus clair pour elles et plus prévisible, et ça permet de mieux gérer les risques, mais pas à n'importe quelles conditions. Et les ONG, par la voie de Sherpa, donc c'est réducteur, mais c'est une ONG spécialisée de ces sujets, disent il faut absolument réglementer, on ne peut plus se permettre d'attendre, de voir encore des drames comme au Bangladesh. Pour prendre des décisions, les entreprises doivent faire et prendre part de leurs responsabilités également. Très bien, merci beaucoup, c'était passionnant, très varié et passionnant. Nous, on se retrouve demain matin à 8h45, ça recommence avec un programme intense. Et d'ici là, reposez-vous bien et réfléchissez bien à tout ce qu'on a raconté. Au revoir.